Oui, des youtubeurs aux élections, ouais, ouais. En même temps, c'est vous qui avez commencé, hein, vous nous avez collé Chiappa chez Hanouna, donc bon. Élections européennes, Tipeee, livres, YouTube Money. Mais qui est V? Ce mouvement politique créé l'année dernière par deux youtubeurs, Tatiana Ventose et Greg Tabibian. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Très présents sur les réseaux sociaux, ces deux jeunes militants ont su fédérer une communauté autour d'eux. Ne se revendiquant ni de droite ni de gauche, ils aspirent à fonder une force politique capable de mettre fin au chaos français. Notre envoyé spécial, Hipstery Teacher, a enquêté durant 3 mois sur ce mouvement qui fait parler de lui sur les internets. Une enquête harassante et dangereuse qui a failli avoir raison de la santé de notre homme. Bon, les guignols au pouvoir, là, on va se le dire très franchement, ça va pas. Ça fait concrètement 40 ans que vous nous la foutez bien profond, va peut-être falloir arrêter un moment. V, un nom qui fait parler de lui. Créé à l'occasion des européennes, Ventose et son collaborateur sont bien décidés à jouer un rôle sur la scène politique. Se revendiquant comme de fervents adversaires du macronisme, ils souhaitent créer une véritable force d'opposition en remettant au centre les préoccupations des Français. Médias d'actualité indépendante, spectacles, publication d'un livre où ils révèlent leur programme pour la France, ils ne lésinent sur aucun moyen pour faire parler d'eux et mener leur combat. Pourtant, notre envoyé spécial sur les internets, en enquêtant sur eux, a fait de terribles découvertes. Tatiana Ventose et Greg Tabibian sont-ils vraiment ceux qu'ils prétendent être? Rien n'est moins sûr. Derrière les vœux pieux et les bonnes intentions se cache une vérité plus sombre. Manipulation, démagogie, conflit d'intérêts et Robespierre, c'est ce que vous allez découvrir dans cette enquête exclusive de Professeur Dramax. Si vous nous faites un don via la page Tipeee du fil d'actu, vous financez une information libre, pertinente, mais aussi accessible à tous. Et tout le monde y gagne. Et de savoir dans quoi l'argent est dépensé, en termes de sketch, etc. Bref, c'est un petit peu compliqué, mais là, il fallait vraiment que je la sorte. Je vous remercie beaucoup de me soutenir, parce que là, cette année, elle va être magnifique. Ça va être le retour sur scène, ça va être enfin la possibilité de clarifier mon point de vue qui vaut ce qu'il vaut, mais qui souvent est à contre-pied de ce que je peux entendre sur Internet. Alors, nous nous retrouvons avec notre envoyé spécial Hipstery Teacher qui pour nous a passé 3 mois en sous-marin à décrypter qui était V. Oui, effectivement, je vous parle depuis le sous-marin de V. Oui, ici, alors nous sommes à Rio, je suis entouré, alors je vois que c'est la plaque tournante des putes et de la drogue. Bon, pardon, trêve de plaisanterie, on n'est pas dans un numéro d'enquête exclusive. Voilà, bonjour Hipstery. Bonjour professeur Dramax et bonjour à vous chers auditeurs. Alors c'est l'émission Dramax, hein, Pardon, professeur Majax, c'est l'habitude, c'est la deuxième fois que je te la fais en plus. Alors du coup, dans la perspective de s'intéresser dans notre premier volet consacré au YouTube politique, on a décidé de s'intéresser à V et toi au mouvement V qui est apparu il n'y a pas très longtemps. Et tu as passé plusieurs mois à regarder attentivement l'ensemble de leur production. Donc moi, là, je connais un peu, mais c'est surtout toi qui vas parler. Moi, je vais faire le journaliste intervieweur. Hein. Donc déjà, Hipstery, est-ce que tu peux nous expliquer qui sont ces gens derrière V et qu'est-ce que V? Alors, la première chose, petite genèse déjà de la raison pour laquelle on s'est intéressé à V. Même si on en avait parlé à la fin du précédent podcast, justement de l'émission Professeur Dramax, on a eu des propositions dans un commentaire concernant l'intérêt que pouvaient avoir certains auditeurs pour le YouTube politique. Et dans les exemples qui nous étaient donnés, il y avait Je suis pas content TV de Greg Tabibian, c'est la chaîne Je suis pas content TV, et la chaîne Le Fil d'Actu, qui est l'une des deux chaînes,
3 chaînes maintenant, auxquelles participe donc Tatiana Ventose. Donc il y a Le Fil d'Actu, qu'elle anime et qu'elle coécrit. Il y a sa propre chaîne, Tatiana Ventose, et depuis quelques mois, elle est aussi sur la chaîne V. Alors, mouvement auquel adhère Greg Tabibian, et c'est pour ça du coup que, en s'intéressant aux deux personnages, on s'est dit qu'il y avait un lien à faire, puisqu'on nous avait cité notamment ces deux chaînes, essayer de voir les liens qu'il y avait derrière. D'ailleurs, le lien est très vite fait, parce qu'ils ont publié tous les deux un livre ensemble. On est d'accord, c'est... Oui, ils ont publié un livre chez Plon. J'ai eu peur de dire une bêtise, là. Tu m'as regardé, il y a eu un blanc. Non, ils ont publié ensemble un livre chez Plon. Alors le titre complet, je l'ai pas, mais c'est Sortir du chaos politique. Publié chez Plon. Ils l'ont publié donc en novembre 2018, novembre ou décembre 2018. Et dans la foulée, ils ont lancé 2 choses. D'abord, ils ont lancé ouvertement leur candidature pour les élections européennes. Finalement, ils n'ont pas participé. Ils comptaient faire une liste V. Et ils ont lancé le mouvement en parallèle, le mouvement V. Et ont créé une chaîne pour ce mouvement, qui est la chaîne V, en plus d'avoir un site internet. Que vous pouvez consulter si ça vous intéresse. Et donc, à se poser la question pourquoi ils appellent ça V. Alors, c'est pas V pour Vendetta, même si ça m'aurait fait plaisir vu que je suis un grand amateur d'Alan Moore, comme je l'ai déjà plusieurs fois dit. Mais non, là ici, V c'est en tant qu'initiale du mot vivre, puisqu'ils considèrent que depuis, je vais faire un résumé très rapide de ce qu'il y a en gros dans leur livre, mais ce qu'il y a aussi finalement dans le contenu de leurs vidéos sur V, et qui était l'objectif pour lequel ils se présentaient aux européennes. En gros, ils considèrent que depuis 40 ans, alors ils disent toujours 40 ans, ils ne donnent pas davantage de précision, c'est-à-dire pourquoi ils prennent cette date de 40 ans, pourquoi c'est pas plus précis, parce que après tout ça pourrait être plus précis, ils pourraient penser qu'il y a... Oui, oui, c'est ça forcément. 42 c'est la réponse à toutes les questions de toute façon. Mais non, je veux dire, il pourrait être plus précis. Par exemple, il pourrait faire correspondre ça à une élection. Il pourrait considérer par exemple que c'est l'élection de François Mitterrand. Non, ils disent 40 ans, donc ça veut dire c'est avant François Mitterrand. Mais c'est pas non plus l'élection de Giscard, parce que Giscard a été élu il y a plus de 40 ans. En fait, ils disent depuis 40 ans, de manière... Alors je très imprécise par rapport à ce que tu dis, voilà, c'est le chiffre qui, c'est pas nous, hein, c'est le chiffre qui revient. C'est le chiffre qui... Ils disent toujours 40 ans. Oui, c'est ça, systématiquement, que ce soit... Alors il y a des conférences qui sont mises en ligne d'ailleurs, de Tatiana Ventose, Greg Tabibian aussi utilise ce chiffre, dans le livre c'est aussi le chiffre qui revient, ils disent systématiquement 40 ans. Donc, depuis 40 ans, il y aurait une série de choix politiques qui auraient été menés idéologiquement. Alors après, il détaille plus ou moins, d'ailleurs, il reste parfois très évasif. Dans le livre, c'est un peu plus précis. Mais ils disent depuis 40 ans, il y aurait eu une série de choix politiques, très orientés idéologiquement, qui auraient mené au chaos contemporain. Et donc, comme c'est indiqué dans le titre du livre, ils cherchent des solutions avec V pour sortir de ce chaos. Et pourquoi mouvement V pour vivre ? Parce que en fait, ils considèrent que le chaos contemporain empêche tout simplement à une grande majorité de Français de vivre, tout simplement de vivre la vie qu'ils mériteraient entre guillemets de vivre. Alors on en reviendra dessus, mais finalement c'est quelque part très moralisateur de dire la vie qu'on mérite de vivre. Quelque part, il va falloir s'interroger là-dessus sur la notion de mérite aussi qu'il y a derrière. Mais en gros, voilà, les Français ont besoin de vivre. On ne leur assure pas le minimum pour qu'ils parviennent à vivre. V se propose de le faire. En gros, c'est ça le projet, parce que c'est leur projet. Et ils font souvent cette blague-là d'ailleurs dans leurs vidéos. Leur projet, c'est celui-là. Et c'est l'organisation générale, on va dire, de leur pensée. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous dire un peu qui sont ces deux personnes, du coup, Tatiana Ventose et Greg Tabibian ? Alors, tous les deux, donc je disais, ont des chaînes qui leur sont spécifiques. Greg Tabibian est celui qui a commencé le premier sur YouTube par rapport aux deux personnages.
avec la chaîne Je suis pas content TV. Il a une émission principale, Je suis pas content, dans lequel en gros il explique qu'il est pas content et il fait une analyse de l'actualité mais d'un point de vue humoristique. Alors ce point-là est vraiment essentiel, j'insiste bien sur le fait qu'il fait une analyse humoristique. Il assume, en tout cas dans les premières saisons de l'émission, il assume qu'il fait de l'humour. Il ironise beaucoup, il se moque de la situation politique, il est évidemment très critique, mais parce qu'on a une histoire en France, notamment dans la presse, de la parodie politique et de l'ironie en politique, et il est finalement dans ce registre-là, un peu finalement dans la continuité de ce que pouvaient être les guignols de l'info ou de dans les années quotidien, à la 90, limite, un peu plus poussé. Alors, plutôt parce que quotidien, du point de vue de Greg Tabibian, il dessoude très souvent quotidien. Je dirais ce que c'était au début, c'est-à-dire ce que c'était quand c'était le petit journal. Là, à la limite, davantage. Maintenant, il considère que le quotidien, c'est sur une chaîne du groupe TF1, donc ça fait partie du grand capital et puis du pouvoir médiatique qu'il critique beaucoup. Donc en fait... De toute façon, comme je dis, Yann Barthès, c'est le Voltaire du 21e siècle. Hein. C'est impertinent, mais ça va pas très loin. C'est ça. Ça fera plaisir à certains de nos collègues de le français que nous ne citerons pas. Bref. Donc, en fait, lui, au départ, il a vraiment une émission humoristique. Et c'est ça qui est le plus fou, c'est qu'en fait, son émission humoristique, elle est assumée en tant que telle, il s'en sert pour pouvoir, derrière, écrire des spectacles d'humour. Alors, je répète bien ce point-là pour que tout le monde prenne bien conscience de ce que ça implique. En fait, sa chaîne est destinée à tester des blagues pour, derrière, jouer des spectacles. Je ne plaisante pas. Il a mis en ligne sur sa chaîne, et c'est parce que je l'ai vu que je peux vous le dire, il a mis... Tu t'es vraiment sacrifié pour la cause. Ah oui, je me suis vraiment sacrifié pour la cause. Il a mis en ligne certains de ses spectacles. En fait, son idée, c'était, je mets le premier quart d'heure, plutôt que vous mettre les meilleurs moments, je vous mets le premier quart d'heure, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Et en fait, quand vous regardez ces extraits de ces spectacles en ligne, et que vous regardez les vidéos qu'il a postées les semaines qui précèdent, et ben, que vous analysez aussi les commentaires, que vous analysez le nombre de likes, etc. Et que vous analysez le moment où il y a le plus de vues, parce que sur une vidéo, il faut savoir que quelqu'un qui a une chaîne peut savoir quand est-ce que sa vidéo est le plus regardée et quand on la laisse tomber, c'est-à-dire le moment où on arrête de visionner en fait. Du coup, on a accès à toutes ces statistiques-là qui permet justement de dire quels sont les passages les plus regardés de la chaîne et du coup de cibler de manière très précise. Et alors du coup, quand on regarde, mais moi j'ai pas pu faire ce travail-là. Lui il peut le faire, mais moi j'ai pu au moins regarder les commentaires et voir le nombre de vues. En fait, vous vous rendez compte que systématiquement, quand vous avez des commentaires qui reviennent massivement pour dire « Ah là, telle blague, mort de rire, etc. », ces blagues-là sont reprises derrière dans le spectacle. Donc, pour que les choses soient bien claires, parce que, en fait, certaines personnes s'imaginent que Greg Tabibian, du fait de sa position un peu pamphlétaire sur la société et sur la vie politique française, serait une sorte de critique de la vie politique. Non, j'insiste bien, c'est un humoriste qui travaille sur la vie politique. Et du coup, de temps en temps, il se laisse aller et prend des positions et explique quelles sont ses positions par rapport à ça. Mais la plupart du temps, en tout cas pour toute l'émission Je suis pas content, c'est vraiment cette idée-là, c'est je fais de l'humour autour de la politique. Et c'est assumé en tant que tel. Donc il se sert, en fait, de sa chaîne dans ce sens-là. D'ailleurs, si on analyse la chaîne, il y a d'autres émissions, certaines qui reviennent régulièrement. Depuis quelque temps, il fait aussi des lives régulièrement, où là il prend davantage position, c'est moins sur le ton humoristique. Mais par contre, vous voyez que sur les autres émissions, très peu sont des émissions très régulières. En gros, Je suis pas content, c'est vraiment l'émission phare.
Il y en a une autre depuis 2 saisons qui porte sur la France. Alors, il faudrait que je revérifie le nom, mais il y a une deuxième émission qui passe régulièrement. Mais il y a eu d'autres émissions qu'il a lancées. Il a lancé en fait plein de concepts. Et très souvent, quand il n'atteint pas un certain nombre de vues, ces concepts ne dépassent pas les 2 épisodes ou 3 épisodes. Voire même des fois, il ne dépasse pas le premier. Donc, il en avait fait une qui s'appelait Jean Progrès, par exemple. Alors, ça, c'est une de ses blagues favorites. Il appelle Jean quelque chose pour désigner quelqu'un qui sert un peu d'homme de paille. Et quand il veut se moquer du coup des progressistes, il appelle ça Jean Progrès. Alors, ce qu'il qualifie de progressistes, c'est en gros des social justice warriors, dont on avait déjà parlé dans l'émission sur Michael G. On y revient toujours. Hein. Oui, on y revient toujours. Donc je vais peut-être pas réexpliquer ce que c'est que les social justice warriors. Mais du coup, il dénonce cette pratique-là. Au début de la vidéo, il y a écrit « Je lance un nouveau concept d'émission, il y en aura à peu près un par semaine ». L'émission en question a fait... je crois qu'il a dû faire, si je me souviens bien, c'était 2000 ou 3000 vues. Alors que Greg Tabibian, souvent sur les « Je suis pas content », est plutôt aux alentours de 10 000 ou 10 000 vues à peu près. Donc quand il n'atteint pas un certain seuil, il arrête purement et simplement l'émission. Il a fait ça aussi avec une autre émission qui s'appelait Télé d'avant, où en gros il jouait un personnage qui était un journaliste qui se retrouvait projeté dans le temps, qui venait des années 80, donc qui pense que la gauche c'est Mitterrand, etc., et qui regarde YouTube avec sa vision d'antan. Et il est accompagné de l'acteur Pierre-Yves Rombert, enfin, qui parlera davantage sous le nom de Père Blaise dans Kaamelott aux gens. Donc l'acteur qui jouait Père Blaise dans Kaamelott l'accompagne et fait quelqu'un qui arrive des années 60. Et donc, qui fait lui un personnage de droite qui travaille dans le Figaro. Et donc, ils analysent les évolutions des médias et en particulier de YouTube. Et en fait, cette émission a fait 2 épisodes. Ils étaient censés avoir aussi jouer la comédie pour faire des sortes d'épisodes intermédiaires, très courts, de 5 minutes. Il y en a eu 4. Voilà. Et puis ça s'est arrêté purement et simplement parce que pas assez de vues. Tu veux dire que le concept le plus ambitieux qu'il ait eu et qui avait l'air sympa a été annulé parce que ça faisait pas assez de vues. Exactement. Et alors, juste avant que tu continues, pour éviter qu'on se prenne une volée de pouces rouges, c'est-à-dire 3, pour les peu de gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux quand même clarifier la différence que tu fais entre critique politique et humoriste? Parce que ça, on pourrait nous dire, non mais les gars, vous lâchez, hein, parce qu'on peut être aussi critique à travers l'humour. Alors, on peut être critique à travers l'humour. La seule chose, c'est que je vais qualifier de critique politique des personnes qui seraient sur l'ordre de l'analyse de type journalistique. C'est-à-dire, en fait, on ne va pas... Au bon sens du terme, hein, attention. Oui. Alors, quelqu'un qui va être un humoriste politique, pamphlétaire, va se moquer... Alors, il va se moquer aussi du fond, mais il va jouer sur la forme. Il va lui-même utiliser des tournures de phrases, des manières de le dire, pour être en fait quelque part dans la moquerie, la dénonciation. Un critique politique, c'est quelqu'un qui va analyser le contenu du discours, et purement le contenu du discours, et essayer de voir les problèmes qu'il y a dans l'argumentation ou pas. L'humoriste peut le faire, mais l'humoriste ne va pas en fait essayer de démonter l'argumentation. Il va pointer du doigt tout ce qui ne va pas et s'en moquer. Là où un critique politique, lui, va, enfin, dans le sens journaliste politique, va essayer de voir, en fait, qu'est-ce qui est erroné, quelles sont les erreurs factuelles, etc., etc. Donc on n'est pas tout à fait sur le même domaine. Oui, dans les 2 cas, on peut dénoncer. Mais la finalité n'est pas la même, et la forme que ça prend, ce n'est pas la même. Et j'insiste bien, Greg Tabibian, parfois, dans certaines vidéos, notamment dans les lives, est davantage du côté de l'analyse politique et donc la critique politique, mais la plupart du temps, ça reste un humoriste qui se sert du champ politique. Ok.
Et du coup, maintenant, Tatiana Ventose qui est un peu plus mainstream en fait. Alors, pour Tatiana Ventose, mainstream, alors oui, mais au final, on est sur des nombres d'abonnés qui sont à peu près similaires. Tatiana Ventose, elle, bon, ce qui est un peu plus compliqué, c'est qu'elle est sur 2 chaînes en même temps. Elle est d'une part elle a commencé sur le fil d'actu, et elle a ensuite développé sa chaîne personnelle. Alors, Tatiana Ventose, au départ, donc ça, Tatiana Ventose, évidemment, c'est un pseudonyme. Ventose faisant référence au calendrier républicain pendant la Révolution française. On y reviendra. On y reviendra. Son vrai nom, c'est Tatiana Jarzabek, précisément, voilà le nom. Tatiana Jarzabek, qui est une ancienne enseignante, professeure d'anglais, qui a commencé le fil d'actu alors qu'elle était encore enseignante. Elle est originaire, alors ça c'est peu important, mais en gros elle est originaire de l'Est de la France, elle vient de Lorraine, et elle a commencé à travailler du coup en région parisienne. Et elle a en parallèle, alors qu'elle a commencé à travailler, commencé à militer dans un parti politique, puisqu'elle a commencé au Front de gauche. Et elle a même occupé, en fait, alors elle a commencé, il me semble qu'elle a commencé au NPA, mais en tout cas, elle a occupé des postes de direction au Front de gauche. Donc elle a été, par exemple, notamment assez proche de Jean-Luc Mélenchon. Elle occupait le bureau directeur sur notamment les questions de communication. Les questions de communication, par exemple, en utilisant Internet. Elle a claqué la porte parce qu'elle trouvait que le parti fonctionnait trop sur des querelles de paroisse, des querelles de personnes, des jeux de pouvoir, et qu'ils étaient trop orientés idéologiquement. Elle a décidé d'abandonner, elle pensait que c'était par les partis politiques qu'elle parviendrait à influencer, et elle s'est dit qu'elle allait trouver d'autres manières enfin quand je dis influencer, changer la société en fait, faire progresser la société selon ses critères de progrès, parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec les critères qu'elle peut avoir. En tout cas, elle espérait changer la société, et donc elle s'est dit qu'elle aurait plus d'influence sous d'autres formes. Elle est passée donc sur Internet. Elle a créé le fil d'actu avec 2 autres personnes. Alors là, pour le coup, j'ai pas trouvé, je ne pourrais pas vous donner leur identité parce que c'est elle, on va dire, la figure publique, c'est elle qui anime l'essentiel des émissions du fil d'actu. Parfois, il y a un autre intervenant, mais c'est elle qui est sur la majorité des vidéos. Elle était vraiment la figure politique, enfin la figure publique du fil d'actu. Elle a commencé par le faire en parallèle de son métier d'enseignant, et puis finalement elle a abandonné l'éducation nationale pour se consacrer à son activité de vidéaste, et c'est à ce moment-là qu'en parallèle elle a créé sa chaîne, voyant que le fil d'actu marchait bien. L'objectif au départ du fil d'actu, c'était de créer une sorte de contre-pouvoir médiatique, c'est-à-dire de faire du journalisme télé autrement, et donc qui ne passe pas par des grandes chaînes de télé. YouTube lui donnant aux personnes qui ont organisé le fil d'actu, on va dire davantage d'autonomie et donc d'indépendance. C'est comme ça qu'ils ont présenté les choses. Donc l'idée au départ c'était, on essaie de faire un journal télévisé tel qu'on aimerait le voir, avec des sujets qui vont changer des sujets que l'on voit dans les journaux d'infos en continu, qui vont être toujours les mêmes, martelés pendant toute la journée, parce qu'il faut il faut donner du contenu, et donc on crée des fois artificiellement de l'actualité, et notamment on va parler de choses qui ne seront jamais évoquées ailleurs. Ça peut être quelque chose, un point très secondaire qui se passe en France. Alors quand je dis très secondaire par rapport aux grandes chaînes de médias, c'est-à-dire que par exemple l'INSEE publie les chiffres du nombre parce qu'il y a eu un sujet là-dessus, du nombre d'agriculteurs qui se sont suicidés dans tel département. Ils vont réagir sur cette information-là, parce que forcément, comme c'est pas national, c'est pas quelque chose qui va forcément revenir dans les journaux d'information nationaux. En fait, tu es en train de me dire qu'ils ont voulu faire le journal d'Arte sur YouTube.
c'est un peu ça. Et Alors je troll un peu parce que le journal d'Arte est d'excellente qualité oui, et a très bonne aussi qualité. cette volonté de sortir des grands médias, des sujets des grands médias et justement s'intéresser à des choses finalement qui intéressent peu les grandes chaînes d'infos parce qu'il faut faire le spectacle. Et de la même manière, quand ils parlent de l'international, ils vont s'intéresser à des situations dans des pays dont on entend peu parler. Donc du coup, ça c'était le projet initial. Ce projet initial qui est sous-tendu par en fait le slogan de la chaîne, qui est donc donner du sens à l'information. Alors pourquoi j'insiste sur ce slogan de la chaîne? Parce qu'en fait ce slogan il a changé à l'issue de la première émission. Et donc je vous le précise parce que j'ai regardé toutes les introductions pour être bien sûr de ça. J'ai regardé toutes les introductions depuis la première émission. Je vous ai dit qu'il s'était sacrifié pour la cause. J'ai regardé donc toutes les introductions de chaque émission et donner du sens à l'information, c'est le slogan qu'ils ont utilisé pour toutes les émissions, à l'exception de la première, puisque le tout premier slogan qu'ils avaient utilisé, la toute première fois, c'était donner un sens à l'information. Alors vous allez me dire, on change juste de déterminant. Sauf que le changement de déterminant, il est essentiel. Parce que donner un sens à l'information, Ça implique qu'il y en ait plusieurs. ça implique qu'il y en ait plusieurs. Et qu'on donne un certain sens. Et du coup, un sens qui va être du coup différent, c'est assumé, de celui qui est donné par les grands médias, qui eux vont donner leur propre sens. Le fil d'actu donne leur propre sens. Ils ont une certaine vision qui est orientée, qui est biaisée. Ils la formulent. Et à la limite, j'ai envie de dire, c'est sans doute, par rapport à leur objectif de départ, c'était sans doute le meilleur choix qu'ils pouvaient faire. Je veux dire, à un moment, il faut l'assumer. C'est une critique qui revient régulièrement dans la bouche de Tatiana Ventose, mais aussi de Greg Tabibian dans leurs vidéos, le fait que les médias sont tous sur la même ligne, qu'ils relaient les mêmes informations, etc. Vous pouvez relier les mêmes informations, mais conserver quand même une ligne directrice et une ligne éditoriale bien identifiée. Notamment, il y a eu une fois où Tatiana Ventose a eu un débat avec Laurent Geoffrin, car oui, j'ai même regardé ça. C'était, alors je vous précise, c'était sur la chaîne parlementaire et France Info. Donc j'ai regardé une vidéo de la chaîne parlementaire spécialement pour l'occasion. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais comment il s'appelle, de la Villardière peut aller se rhabiller. Ah oui, là, là, il a fait un travail d'investigation, mais aux petits oignons. Alors, juste, Par rapport- je Ouais, termine vas-y, juste, fini. je termine juste sur ce point-là. Par rapport à Laurent Geoffrin, justement, elle a attaqué Laurent Geoffrin en disant que tous les journaux fournissaient la même information. Et Laurent Geoffrin disait mais non, c'est pas vrai. Oui, on a des lignes éditoriales identifiées. La ligne directrice de Libération, c'est pas la même ligne éditoriale que Le Figaro. Et c'est valable aussi pour les chaînes de télé. C'est peut-être moins évident pour les chaînes de télé, mais des lignes éditoriales, il en existe. Ne serait-ce que parce que, en fait, les chaînes de télé appartiennent à des groupes. Et comme les groupes sont en concurrence, à un moment, pour pouvoir se démarquer les uns des autres, ils sont obligés d'avoir des lignes éditoriales. Même si ces lignes peuvent paraître proches, il y a quand même des distinctions. Et donc, dire qu'on va donner un sens à l'information, c'est ce que font tous les médias. C'est bien de vouloir donner une information différente, donner un sens différent, mais c'est bien aussi de l'assumer en tant que tel. Or, quand vous passez à l'expression donner du sens à l'information, d'un seul coup, ça sous-entend que ça devient le seul vrai sens. En gros, les autres mentiraient et nous, on donnerait le vrai sens. Ou s'ils ne mentent pas, ils se trompent. C'est ça. Mais ça, c'est un point sur lequel on reviendra et qui est capital pour comprendre de quoi on parle. C'est cette espèce de monopole de la réalité, de la vérité objective, qui se sont attribués. Mais ça, on y reviendra plus tard. Alors, du coup, en fait, là, on a parlé de leur chaîne, finalement. Oui. Donc, on a dit qui ils étaient, on a parlé de leur chaîne. On a parlé de leur boulot. T'as pas parlé de la chaîne de Tatiana Ventose, quand même. Ah oui, alors sa chaîne Qui est plus proche du individuelle. vlog. Alors oui, en fait, elle réagit en fait à chaud
sur des éléments de l'actualité. Alors de ce point de vue-là, pour le coup, comme tout à l'heure, on se posait la question de différence entre humoriste et analyse ou critique politique. Là, pour le coup, on pourrait davantage, elle, la qualifier de critique politique, parce que c'est ce qu'elle fait. Il y a un élément d'actualité, elle réagit à cet élément-là, elle donne son point de vue dessus, parce que critiquer, on peut donner, enfin, dans la critique, on peut donner son point de vue, mais l'idée c'est de l'argumenter et d'essayer de démonter l'argumentation qu'il y a en face, de montrer les failles. Là, du coup, c'est ce qu'elle fait. Donc, de ce point de vue-là, on peut considérer que elle, c'est une vraie analyste critique politique, alors que Greg Tabibian l'est beaucoup moins. À une époque également, elle faisait aussi des vidéos sur Game of Thrones, parce qu'en fait, elle est très influencée en fait par la culture populaire. Greg Tabibian l'est aussi. Il fait souvent des références à Dragon Ball. Le générique de fin de ses émissions, je suis pas content en particulier. C'est la musique Megalovania. Qui est la musique en gros dans le jeu. Ça y est, j'ai un trou. C'est la musique du boss Sense dans la voix génocide dans le jeu. Tu vas m'aider, je vais y arriver. Je vais le dire Undertale. Merci. Je sais pas jouer à Undertale et là. Donc, je crois que je vais avoir des désabonnements là direct. Et oui, alors j'avais vu qu'elle avait fait des trucs sur Game of Thrones. C'est comme ça que j'ai connu moi d'ailleurs. Elle dit pas des choses stupide en plus, il y a 2-3 points d'analyse qui sont intéressants, mais de toute façon ce qu'on dit, de toute façon là on fait juste on passe en revue leur travail. Pour l'instant on n'a pas dit qu'il y avait des points qui étaient justes ou pas justes en fait. Soyons très précis, le regard qu'elle porte sur Game of Thrones, par rapport à ce que nous on aimerait voir sur YouTube et ce qu'on propose, c'est exactement ce qu'on veut. C'est dans cette idée-là. En fait, elle part de ce qu'il y a dans les épisodes pour faire une analyse ou des déductions politiques. Elle est vraiment orientée sur la question politique, et donc elle analyse Game of Thrones sur le plan politique. Et pour le coup, ce sont des vraies analyses, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de l'argumentation, elle renvoie des fois à des textes de penseurs politiques. Par exemple, Max Weber, elle avait fait une très bonne analyse sur la légitimité politique, charismatique, ce qui était intéressant. Ouais, c'est de la vraie analyse. C'est pas du Captain Popcorn. Voilà, et hop, un petit coup de bâton derrière la tête, ça fait pas de mal. Après, elle a fait plusieurs trucs. Récemment, par exemple, elle a fait aussi une vidéo dans le même genre sur South Park. Elle a analysé les 4 dernières saisons de South Park. Alors bon, là où j'aurais tendance à la recadrer un petit peu, c'est que on pourrait, enfin les constats qu'elle fait sur les 4 dernières saisons, ils sont justes, mais on pourrait les constater en fait bien plus tôt. South Park, c'est en gros, elle sous-entend que avant les 4 dernières saisons, c'est un peu du pipi caca, et c'est quand même plus que ça. Et il y a une très grosse tendance, surtout sur les 2 premières saisons, mais à partir de la 3e, on est sur quelque chose qui va plus loin, qui des références sur la culture populaire aussi. Et elle s'intéresse aux 4 dernières saisons parce que pour elle, c'est les plus orientés politiquement. Sauf que bien avant, enfin je me souviens, moi il y a 15 ans déjà, même plus de 15 ans, je me souviens d'un épisode de South Park où on s'interrogeait sur les questions environnementales autour du fait de sauver la forêt amazonienne. Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est que derrière, les créateurs de la série taclaient à la fois en gros ceux qui polluaient, qui détruisaient la forêt amazonienne, mais ils taclaient aussi ceux qui cherchaient à la défendre parce qu'ils trouvaient leurs arguments totalement vains, et qu'en gros ils la défendaient pas de la bonne manière. Et donc en fait c'était assez intéressant parce que le positionnement dans la série South Park, ça a toujours été de s'attaquer un peu à tout le monde en ce sens. Oui, et on voyait déjà ça dans le film qui est sorti, je sais plus, au début des années 2000, 99 ou 2000, ouais, qui posait la question de la censure, jusqu'où on pouvait aller pour de l'humour, et qui pour le coup poussait le truc extrêmement loin, avec une romance gay entre Saddam Hussein et Satan. Ouais. Il y a aussi, il y a toujours eu cette morale de Stan à la fin,
C'est quel c'est Alors, Stan, alors il y avait, en fait, c'est soit Stan, soit- c'était Kyle qui avait la position toujours la plus modérée, Mhm. et à chaque fois, Stan formulait une phrase Oui. Ouais. qui tirait une sorte de morale de la situation. Du coup, il y a toujours eu un truc politique. Et d'ailleurs, en général, la morale était désamorcée immédiatement après. Mhm. Il y avait toujours une phrase derrière qui Mhm. désamorçait la morale en question. Donc ça, c'est quelque chose qui existait déjà. Bon, elle a fait cette analyse-là, c'est intéressant. Bon, comme on va le voir un petit peu plus loin, le problème, c'est que l'analyse qu'elle fait est très orientée, notamment par rapport au positionnement du mouvement V. Et dernièrement, quand on analyse, on va dire, les vidéos depuis, allez, plus d'un an, c'est-à-dire un an, c'est le moment où ils ont sorti l'ouvrage, mais ils étaient déjà dessus avant, on va dire, on peut remonter à 1 an et demi, 2 ans. Si vous analysez l'évolution des vidéos sur les 2 dernières années, vous voyez que très clairement, ça a pris une orientation encore plus marquée qu'avant sur des choix qu'ils ont fait, parce que désormais ils ont un mouvement qui a pour but de se faire élire, mais pas seulement, de créer, ils présentent ça, le mouvement V, ils ont censé créer aussi du lien social, et donc il va falloir qu'on s'interroge là-dessus. Est-ce que tu veux dire que, j'ai spoilé, mais qu'elle arrive à trouver une incitation dans South Park à aller participer au référendum populaire pour l'aéroport de Paris? Alors oui, c'est du spoil effectivement, mais il y a un peu de ça, oui, parce que en fait, même si, alors je me souviens plus si dans cette vidéo elle parle de, alors oui, elle parle du référendum, je me souviens plus si elle insiste trop sur l'aéroport de Paris, mais elle parle du référendum parce que en fait, elle analyse surtout la manière dont la société est en train de se libéraliser, de s'ubériser. L'influence que vont avoir notamment les GAFA sur la société, et elle arrive toujours à replacer à un moment, il faut qu'à un moment on se reprenne, qu'on reprenne les rênes à ceux qui nous dirigent, aux politiciens, à ceux qui nous disent quoi faire, et pour cela il n'y a rien de mieux que le référendum ou si c'est pas le référendum, c'est le fait de renforcer, comme je disais tout à l'heure, renforcer le lien social, se retrouver entre nous, créer une sorte de contre-pouvoir. Après, je me souviens aussi de vlogs qui allaient un peu sur des phénomènes de société qui, pareil, à analyser politiquement, ce qui est très bien parce qu'un phénomène social est forcément un phénomène politique, mais il y avait des prises de position un peu curieuses, voire assez contestables. Par exemple, je pense comment il s'appelle là, ce jeune chanteur qui a participé. Bilal Hassani. Voilà, il y avait une vidéo sur Bilal Hassani qui était un peu, pas violente, mais qui amenait une analyse qui n'était pas inintéressante, mais que je trouvais un peu injustifiée envers quelqu'un qui se bat pour assumer sa différence publiquement. La vidéo était un peu gonflée pour ça. Il y a eu la prise de position avec elle qui se rend... mais on verra, il y a tout un truc autour du terroir et de la France. Hein, Oui. C'est-à-dire qu'elle s'est rendue au salon de l'agriculture, justement, pour revendiquer le bon terroir français, ce qui a donné toute une série de clashs avec des youtubeurs véganes. Voilà. C'était assez drôle. Mais bref, moi les clashs de YouTube vegan contre pas vegan, c'est comme les combats de chiens les combats de chiens de rue pour moi, quoi. J'aime bien regarder, il y a un côté un peu glauque. Et en même temps, je pense que par rapport au sujet du précédent professeur Dramax qu'on a fait, c'est à peu près aussi vain que les clashs autour du canon. Oui, c'est ça. Alors, juste par rapport à ce que tu disais, la vidéo sur Bilal Hassani et la vidéo sur le salon de l'agriculture, justement, ça fait partie de ce changement d'orientation sur ces deux... Enfin, oui, ça y était déjà avant, mais c'est vraiment clairement marqué sur ces 2 dernières années. Ça fait à peu près 2 ans que il y a eu une orientation qui est prise, ils préparent la mise en place de leur mouvement, ça leur a pris plusieurs mois. Ils expliquent qu'ils n'ont pas pu finalement se présenter aux européennes parce que pour le mouvement, ils n'ont pas pu ouvrir de compte en banque. En gros, ils ont pu le faire, mais trop tard. C'était trop tard pour déposer les candidatures, et sans compte en banque, en fait, ils ne pouvaient pas mener réellement l'élection, puisque on fait un contrôle des comptes de campagne, et ils ne pouvaient pas le faire. C'est pour ça qu'ils ne se seraient pas présentés a priori. Juste quand on a commencé à en parler de ce sujet-là, on savait qu'ils voulaient se présenter, mais on ne savait pas s'ils s'étaient vraiment présentés. Et on a essayé de chercher les infos, ça a été assez dur à trouver. C'est toi qui as fini par trouver le truc, mais on a dû un peu creuser parce que c'était pas du tout évident. Il y avait eu une vidéo en mode je défie la classe politique, elle filmait en mode badass en contre-plongée. Sur sa chaîne d'ailleurs. Voilà. Et relayée sur la chaîne aussi de Greg Tabibian. Avec la publication du bouquin derrière, alors du coup,
Nous, un peu cyniques, on s'est demandé est-ce que c'était un coup de pub pour le bouquin ou pas. Alors, ça contribue aux ventes. Ça contribue aux ventes. Ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est que il y a un mois et demi à peu près, elle a fait une vidéo sur en gros tout ce qui est monétisation et vidéos qui sont soutenues par des investisseurs du type NordVPN. Il y a quoi d'autre aussi NordVPN te permet de surfer. Non, désolé, on n'est pas sponsor. Il y a eu quoi récemment C'est quoi le jeu vidéo qui a quasiment 5 étoiles sur... c'est pas genre Red Shadow Legend. Là aussi, t'as l'impression que tous les youtubeurs sont sponsorisés par Red Shadow Legend. Bref, elle justement, elle s'attaquait à ça. Ce qui était assez marrant, c'est que elle commençait le tout début de sa vidéo en disant il n'y aura pas de placement de produit dans cette vidéo. Derrière, elle fait une parodie de placement de produit pour un truc type NordVPN. Et finalement, c'est vraiment pour se moquer. Il y en a pas. Sauf que sur sa vidéo, dans un élément de décor de son blog, qui est toujours d'ailleurs dans les vlogs qu'elle fait, c'est toujours un élément de son décor. Vous avez le bouquin qui est parfaitement visible, on voit parfaitement le titre, on voit aussi que c'est publié chez Plon, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Allez-y, n'hésitez pas, achetez-le, mais il n'y a aucun placement de produit. Après, ils font de la pub politique et l'hypocrisie va toujours un peu avec la politique. Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils proposent V en fait ? Alors, enfin, qu'est-ce que les deux proposent et qu'est-ce qu'ils proposent à travers V ? On va plutôt poser la question comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent ? C'est un petit peu compliqué. Ce qu'ils proposent, c'est des choses auxquelles forcément on est obligé d'adhérer. En gros, ils proposent quoi ? Ils proposent que les gens vivent mieux. Donc pour ça, ils proposent de soutenir les agriculteurs. Ils proposent de remettre en avant l'éducation nationale, de renforcer notre système de santé, qu'on soit mieux pris en charge, qu'il y ait davantage de médecins qui couvrent le territoire, que on ait davantage de justice sociale, que on mette en place des référendums, alors pas forcément le RIC, même s'ils l'ont plusieurs fois défendu, mais que les citoyens puissent davantage s'exprimer directement. Enfin, en gros, c'est tout un ensemble de vœux pieux auxquels, honnêtement, je vois pas qui pourrait dire non. Alors, juste, tu as parlé du RIC, faut savoir qu'il y a eu un positionnement très clair par rapport aux Gilets jaunes de la part de Tatiana Ventose. Oui, mais même aussi de la part de Greg Tabibian. Voilà, c'est juste pour préciser, sans jugement du phénomène, ni rien, là, on prend beaucoup de précautions, mais il y a eu un positionnement clair en leur faveur, au point où elle s'est déclarée elle-même gilet jaune. Alors, par rapport à cette question de leur positionnement, il se trouve que parmi les nombreuses vidéos que j'ai visionnées, il y avait une interview de Greg Tabibian faite par Absol sur la chaîne du fameux Absol, une vidéo qui dure 4h30. Et j'ai regardé les 4h30. Alors, pardon, mais en fait, moi il me tenait au courant au fur et à mesure, et je sentais dans ses messages le désespoir qui est en train de le gagner. C'est-à-dire qu'en fait, je dois reconnaître un certain nombre de choses. C'est que je ne l'ai pas regardé d'une traite, d'une part, et je n'ai rarement fait que ça. C'est-à-dire qu'en gros, je me le mettais en fond sonore quand, par exemple, j'étendais le linge. Voilà, comme ça, vous avez le détail de ma vie privée. D'ailleurs, juste, je suis en train d'y penser. Les gens qui nous disent que les vidéos sont trop longues, regardez Absol, ça fait des vues. C'est ça. Pourquoi pas nous ? Exactement. Donc 4h30 de vidéo. Et il y a un moment, justement, où Absol pose cette question à Greg Tabibian. Si demain tu étais élu président, alors il y a deux parties. Qui est-ce que tu choisirais pour ton gouvernement et quelles seraient les 5 premières mesures que tu prendrais? Et en gros, quand il lui demande les 5 premières mesures que tu prendrais, c'est des mesures très concrètes. Et là, allez-y, regardez cette vidéo. Enfin, regardez peut-être pas les 4h30 si vous estimez que c'est trop long, mais regardez au moins ce passage-là. Il y a le timer qui est dans la description, donc vous pourrez vous rendre, c'est vraiment vers la fin de
de la vidéo, c'est aux alentours des 4 heures. Et regardez ce passage-là, et vous allez vous rendre compte, c'est vraiment édifiant, de ce problème de positionnement précis. C'est-à-dire qu'en fait, Greg Tabibian ne parvient pas à répondre en donnant 5 mesures. C'est-à-dire qu'il ne donne pas 5 éléments concrets, il donne toute la série, mais même en rajoutant des choses que je vous ai mentionnées juste avant. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de programmatique en fait. On est sur de l'ordre du programme. Si j'étais élu, je ferais ça, mais sans dire comment je le ferais précisément. On est sur un programme politique classique en fait. Mais oui, c'est très classique, c'est quelque chose auquel on est obligé finalement d'adhérer, parce que on n'a pas envie que nos concitoyens se sentent moins bien, on n'a pas envie qu'il y ait des inégalités dans la répartition de la couverture médicale en France. On a envie que l'éducation réussisse, on a envie que la police soit un vrai service public, et d'ailleurs eux-mêmes, souvent les policiers le formulent aussi. Ils n'ont pas forcément envie d'aller faire que taper sur les manifestants ou faire de la surveillance de lieux stratégiques. Ils ont envie de pouvoir aider les gens, les accueillir dans les commissariats quand les gens ont été par exemple agressés. Ils ont envie de les soutenir. Ce point-là, ils ont d'ailleurs beaucoup insisté dessus parce que Tatiana Ventose, un jour, s'est fait agresser, elle a fait un vlog dessus et elle l'a mentionné. Alors, plus que son agression en elle-même, elle a surtout insisté sur le fait que elle a bien vu que les policiers ne pouvaient pas, et essayer de l'aider, mais n'avaient pas les moyens de pouvoir véritablement la soutenir parce qu'on leur demandait de faire du chiffre. Et donc, elle se sert souvent de cet exemple-là pour justifier ce positionnement-là. En gros, c'est un programme auquel tu peux pas dire non à moins que tu sois un connard. Exactement. Il y en a. Alors il y en a, mais ils sont pas nombreux. Et donc, en fait... De toute façon, ils vont te donner des sous. C'est ça. Toujours. En soi, je veux dire, on est obligé d'y adhérer. Là où, par contre, ça commence à devenir un peu gênant, c'est quand on essaie de regarder plus précisément qu'est-ce qu'ils comptent faire derrière. Alors, dans l'ouvrage ils ont 90 propositions. En fait, il y a plusieurs parties dans l'ouvrage. La dernière partie, il y a des propositions. Ces propositions, vous les retrouvez sur le site de V. Il y a le programme. Et donc, j'ai lu les propositions. On le mettra en description. Oui, j'ai lu les propositions du programme de V. Mais en fait, finalement, là aussi, ça reste très vague. C'est-à-dire qu'il y a quelques éléments, quelques propositions très concrètes, et il y a en gros des vœux pieux. Mais en fait, les éléments concrets sont perdus au milieu de vœux pieux. Sauf que dans l'ouvrage, c'est amené de telle manière qu'on se dise « Ah mais oui, ils font pas que critiquer, ils ont des choses à proposer. » Parce que on leur a déjà fait la remarque. Le fait qu'ils ne proposent rien, ils critiquent ce qui existe, mais ils ne proposent pas grand-chose. Et donc, ils avaient justifié l'ouvrage en disant « on fait des propositions ». Quand on commence à gratter un peu, on se rend compte qu'en fait, il y a très peu d'éléments très concrets. Alors, je le reconnais tout à fait, hein, c'est vraiment pas simple de faire des propositions concrètes. Ça demande du temps, ça demande une connaissance des textes juridiques très pointus, ça demande du coup d'avoir des gens qui sont spécialistes dans certains domaines. Sans doute qu'au moment où ils ont écrit tout ça, ils n'étaient pas assez nombreux et assez bien aidés pour pouvoir le faire. Mais résultat, en fait, ils critiquent le fonctionnement des partis politiques. Ils disent qu'en fait, Tatiana Ventose, elle n'a vraiment pas aimé le moment qu'elle a passé au directoire du Front de gauche. Et elle le rappelle très souvent, elle ne veut plus être dans un parti politique, et pour elle, V c'est un mouvement, c'est pas un parti. Le problème, c'est que du point de vue programmatique, ça prend la forme d'un parti politique, et à un moment, s'ils veulent pouvoir être plus précis, il va falloir qu'ils désignent des experts dans chaque domaine. Et V a proposé de créer des sortes de succursales un peu partout en France, parce qu'il faut vraiment comprendre, hein, c'est un mouvement parisien. Greg Tabibian, même s'il a déménagé maintenant, qui vit dans le sud-ouest, près de Toulouse, Greg Tabibian, au départ, il vivait à Paris. Tatiana Ventose, je vous l'avais précisé, même si elle est originaire de la Lorraine,
elle travaillait à Paris en tant qu'enseignante et elle est restée à Paris, enfin en région parisienne, par la suite. Et donc en fait, on a vraiment un point de vue très parisiano-centré qui va ressortir dans certaines de leurs vidéos, notamment des vidéos du mouvement V, ils sont parfois en live, et chaque live, ils les mettent après en ligne sur la chaîne, et vous voyez qu'il y a des références par moment où ils vous parlent du périphérique, ils vous parlent des Vélib, etc. Bon. Chose que nous, là où on habite... Voilà, nous, on n'est pas des Parisiens, et ça, c'est des choses qui ne nous parlent pas. Dans l'autre sens, du coup, en tant que Parisiens, ils ont l'impression que, en fait, tout est inventé. Alors qu'il y a des choses qui peuvent exister ailleurs en France, sur lesquelles ils n'ont pas la visibilité. Alors, ce qu'ils voulaient, c'était créer des groupes locaux, donc de V, pour que les gens se rencontrent, échangent, discutent, qu'en gros, il y ait des experts qui ressortent pour faire des propositions plus concrètes, mais au final, finalement, ça prend la forme d'un parti. Peut-être que l'organisation est légèrement différente des autres partis politiques, quoique ça reste centralisé à Paris et avec des locaux ailleurs en France, ça reste globalement la structure des partis politiques, mais surtout, ils font comme si rien n'existait. Par exemple, sur la question des agriculteurs, je disais tout à l'heure que dans un des fils d'actu, il parlait des statistiques de suicide des agriculteurs dans tel ou tel département. C'est quelque chose sur lequel ils reviennent régulièrement. Les difficultés d'être agriculteur, il disait mais ce serait bien que les gens se mettent en relation avec des agriculteurs pour pouvoir les soutenir, aller peut-être leur donner des coups de main sur leur exploitation, pouvoir leur acheter directement sans que les agriculteurs aient besoin de passer par des intermédiaires et de vendre à des grandes surfaces ou à des grands groupes. Et bizarrement ça existe déjà. Nous qui ne vivons pas à Paris... Oui, nous on vit dans une région bien rurale. Hein. Oui. On vit dans une région bien rurale, ça existe déjà. Et alors, il y en a à Paris en plus. Donc, il y en a dans certaines grandes villes. C'est ce qu'on appelle des AMAP, des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. En gros, vous mettez directement en relation, par le biais de l'association, vous mettez directement en relation des gens qui souhaitent manger des fruits et des légumes, consommer, directement avec un producteur. Alors, c'est pas d'ailleurs que des fruits et des légumes. Hein. Moi, j'y suis en AMAP. Je vais... du coup assumer les choses. Je suis en AMAP, j'ai une AMAP, dans mon AMAP on a donc un maraîcher, on a aussi un producteur de pain qui fait pousser le blé lui-même et le mou et le cuit lui-même. On a des gens qui élèvent des vaches, des brebis, des moutons, des chèvres, donc on a du fromage, on a de la viande, etc. On a des producteurs de fruits, donc en fait on peut faire l'essentiel de notre consommation, on n'a quasiment plus besoin d'aller en grande surface, et on va régulièrement sur les exploitations. Parfois on va leur donner des coups de main, parfois on va faire des repas partagés sur place. Donc en fait ce système-là il existe déjà. Alors vouloir étendre ça, et peut-être à d'autres domaines, mais systématiquement, enfin assez régulièrement je les ai vus prendre cet exemple des agriculteurs, et je me disais par rapport au contact qu'ils souhaitent créer et par rapport au lien social qu'ils souhaitent créer, je me disais mais vous oubliez qu'il y a des choses qui existent, vous faites comme si ça n'existait pas. Peut-être qu'il faut les renforcer, peut-être qu'il faut populariser tout ça, mais vous ne pouvez pas balayer d'un revers de main l'existence de ces choses-là. Et le fait qu'ils ne se soient pas renseignés là-dessus, c'est assez lourd de sens, parce que, et c'est le point essentiel par rapport, qui moi me pose problème par rapport à leur positionnement et que tu évoquais rapidement tout à l'heure, c'est qu'en fait, ils font très souvent référence à la réalité. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais faire un petit troll, parce que quand tu décris tout ce qu'ils disent, leur programme, qui est programmatique et pas si concret que ça, etc., cette structure horizontale, enfin en tout cas cette promesse de l'horizontalité, le fait qu'on va pouvoir débattre un peu partout, etc., moi j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas un peu le jumeau abandonné d'En Marche ?